Bonjour à tous. Donc, je vais essayer donc de parler de l'innovation technique, donc ces enjeux sociaux et historiques. Alors, les enjeux sociaux, ce qui a été dit tout à l'heure par Franck, effectivement, renvoie un peu aux deux aspects que je veux traiter. Et je me placerai d'un point de vue évidemment assez critique. Je préviens, mais enfin, il faut que ça soit critique pour qu'il y ait un peu de discussion. Sinon, c'est pas drôle. Alors, depuis quelques années, le terme innovation tourne en boucle dans les médias. D'ailleurs, il tourne ici aussi en boucle. On ne parle que d'innovation. Alors, il faut innover de façon permanente, et on veut innover en général pour retrouver la croissance. Alors, je précise bien que moi, je vais parler d'innovation qu'au sens technique du terme. Parce qu'il peut y avoir de l'innovation politique, d'ailleurs ça serait intéressant qu'il y en ait, il peut y avoir de l'innovation dans d'autres domaines, mais l'innovation technique, c'est celle qui m'intéresse. Donc il faut bien faire attention à ça, parce qu'on parle, sinon c'est très facile d'utiliser ce terme qui a une sémantique assez souple. Alors, en général, on parle d'innovation technique pour retrouver la croissance. Alors, ça fait des décennies qu'on essaye de retrouver la croissance qu'on n'a pas retrouvée avec l'innovation. Donc, ça permet de s'interroger. Alors, comme j'ai dit qu'il fallait que le terme ait un sens, je vais donner un sens à innovation, c'est-à-dire je vais donner une définition précise à partir de laquelle on peut discuter. C'est ma définition, mais s'il n'y a pas de définition du tout, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, on commence par donner une définition, puis après, je parlerai autrement. Alors, le terme innovation, voilà ce que je le définirai de la manière suivante. Et après, je ferai quelques précisions. Alors, il désigne en général des objets destinés à fournir aux citoyens devenus des consommateurs. Il faut bien voir qu'innovation renvoie à consommation. Devenus des consommateurs, donc des objets, des services et des appareils nouveaux, le plus souvent seulement partiellement améliorés, censés favoriser, et c'est pour ça que l'on fait de l'innovation, censés favoriser le bien-être individuel par l'augmentation du confort et des choix dans la diversité technique, de choix d'achat. C'est bien ce qui se passe avec tous les objets qu'on vous propose à longueur de temps. L'innovation correspond aussi à la mise au point de méthodes de production et de distribution, conduisant principalement par l'automatisation normalisée des tâches. C'est ce qui se passe dans les entreprises et ça débouche sur le nouveau management. Des tâches à une réduction du temps de travail ainsi qu'à une plus grande productivité industrielle et agricole. Ce sont les deux objectifs essentiels de l'innovation technique. Alors, l'innovation devenue, comme je l'ai déjà dit, innovation permanente, c'est donc toujours du plus à consommer et à produire. Toujours. Associé, parce qu'on n'a pas toujours besoin de consommer et de produire, on a besoin de consommer pour qu'il y ait de la production. Donc ça doit toujours être associé à une stratégie marketing. Il n'y a pas d'innovation sans stratégie marketing. Et associé donc à une stratégie marketing et à un avantage concurrentiel. Stratégie marketing et innovation concurrentielle qui se font évidemment dans l'ignorance de la conséquence des actes. On se moque absolument de ce que deviendront les objets après qu'ils soient consommés. Et on se moque complètement de ce qu'il faut pour les fabriquer. Donc, c'est-à-dire qu'on est à chaque fois dans une contradiction que l'on ne dit pas écologique. On n'y échappe pas, y compris dans la fameuse transition énergétique, sur laquelle on pourrait revenir. Bien, alors, cela étant, on va me dire immédiatement que l'innovation technique a de bons côtés, mais aussi de mauvais côtés. D'ailleurs, je l'ai sous-entendu, qu'il y avait de bons et de mauvais côtés. Ça, je suis d'accord, et cela, on ne peut pas y répondre. Il y a toujours de bons et de mauvais côtés dans toute innovation technique. La réponse à cette question, ou vouloir répondre à cette question, me semble totalement illusoire. Je ne pourrai jamais prouver ou montrer qu'il y a des avantages absolus ou des inconvénients absolus. Il y a les deux. Mais la question, ce n'est pas celle-là qu'on doit se poser. Ça, c'est la question qu'on fait poser aux gens, et à chaque fois, on leur dit, voyez tous les avantages qu'il y a. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Hein, bon, mais on dit, mais il y a des inconvénients aussi. Oui, mais alors, il y a les avantages. Mais ce n'est pas la question qu'on peut poser. Il n'est pas illusoire, en revanche, de s'interroger sur ce que la technique change dans nos vies, dans notre rapport au monde et notre relation aux autres, au temps et à l'espace. C'est-à-dire,
est-ce que l'on a envie de vivre et de construire nos existences dans ce monde-là qui produit telles et telles innovations? Et ça, c'est indépendant des avantages et des inconvénients. C'est quelle vie on souhaite mener. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai envie de vivre là-dedans où tout est connecté? On peut trouver ça bien, des avantages et des inconvénients, la connexion. Mais est-ce que j'ai envie d'y vivre? Quelle société j'ai envie de construire à partir de cela? Ça, c'est une question qui est indépendante des avantages et des inconvénients. C'est un choix existentiel de chacun. Donc c'est autre chose. Alors vous réfléchissez à la vie que vous menez là-dedans, et c'est à ce moment-là vous pouvez répondre. Voilà. Donc il ne faut pas oublier, donc la technique en tant que telle construit notre avenir, de telle sorte qu'il semble, pour ainsi dire, nous échapper, parce que c'est ça, entraîner que nous sommes dans un mouvement incessant. Vous avez toujours l'impression que la technique produit incessamment de nouveaux objets dont vous allez avoir besoin, qui eux-mêmes induisent de nouveaux objets dont vous aurez besoin, etc., etc. Est-ce là le fin mot de l'existence humaine? C'est une réflexion. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la technique et penser un peu plus, je dirais, philosophiquement ou existentiellement. À cela, deux questions, à mon avis, dans ce cadre, s'imposent. Et c'est les deux questions auxquelles je vais essayer de répondre dans le temps qui m'est imparti. Après, on pourra en discuter. Mes voisins sont là pour me poser des questions, ou pour poser des questions, ou vous, donc on pourra rallonger. Donc, il y a deux questions, je dirais l'une d'ordre politique et éthique, c'est-à-dire vers quel type d'organisation sociale nous entraîne l'innovation technique dans sa forme contemporaine. Parce qu'il n'y a... Et la deuxième, c'est d'ordre historique, d'où s'enracine cette obsession de l'innovation et cette passion pour l'innovation permanente. Je vous signale qu'il y a très peu de civilisations dans l'histoire de l'humanité qui se sont intéressées à l'innovation. Donc c'est comme ça. Nous sommes l'une des premières à être obsédés par ça. Tout le monde a fait un peu de technique quand ils en avaient besoin, mais personne ne fait de la technique pour la technique et pour de la production. C'est une société, bon, sans commentaire là-dessus. Alors, donc c'est très particulier. Hein. On est dans un monde très, très particulier. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. On est le centre du monde, ça je l'entends bien. Mais disons que c'est un centre qui a une historicité quand même. Alors d'abord, pour l'ordre politique et éthique. Alors derrière l'innovation, et c'est ça qui m'intéresse un peu, parce qu'il y aurait d'autres choses, mais il y a une chose en particulier qui m'intéresse, c'est que derrière l'innovation technique, aujourd'hui, se dissimule, bon, il se dissimule plus beaucoup, mais se dissimule le numérique. Il n'y a pas d'innovation technique aujourd'hui sans numérique, il faut dire. Ah, d'innovation technique, je parle bien. Alors, le numérique, cela signifie la chose suivante, hein, de réseau en réseau, nous sommes tous connectés et nous insérons progressivement dans un grand projet associé aux théories de la convergence. Derrière ça, il y a les théories de la convergence, c'est les NBIC, nano, bio, info et cogno, souvent glorifiées dans la presse et sur les ondes, et qui renvoient à quelque chose de précis, c'est-à-dire les villes intelligentes ou les smart cities. Alors là, je fais un petit commentaire. Aujourd'hui, on était plutôt smart city que villes intelligentes. C'est pas qu'elles sont plutôt smart et avant qu'elles étaient intelligentes, c'est qu'elles sont ni intelligentes ni smart, puisque intelligence ici est intelligence au sens anglais du terme, bien évidemment, c'est-à-dire intelligence service, c'est-à-dire surveillance. Il n'y a pas de question d'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence au sens des diverses formes d'intelligence que peut avoir l'être humain. Non, là, c'est simplement que c'est connecté. Hein. Et d'ailleurs, c'est bien ce que disait en 2008 à Istanbul Sam Palmisano, le PDG d'IBM, parce que c'est un vrai projet, cette affaire-là. Hein. Croyez pas que c'est comme ça des gens qui ont envie de faire ça. Non, c'est un projet industriel bien précis. Et devant un parterre de journalistes et d'universitaires, il précisait de façon très claire, le texte est sur Google, hein. C'est normal, les réseaux se renvoient les uns aux autres de façon tout à fait efficace. Et voilà ce qu'il disait, le brave homme. Le monde entier devient plus intelligent parce que nous voulons qu'il en soit ainsi. Bon, alors la question est comment le monde devient-il plus intelligent ?
eh ben, il y répond. Et moi, je trouve que c'est bien, il le souhaite. Alors, c'est plus Palmisano, mais c'est toujours la même chose, hein. Donc, le premier aspect, c'est, faut bien comprendre, intelligence au sens de renseignement. Et là, il y a une petite chose qu'on peut rappeler en ce moment, parce que ça m'amuse. En plus, ça avait été dit par l'ancien ministre. Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre, vous vous rappelez, il y a de longues années déjà, c'était au temps du premier Hollande, donc il y avait Jean-Marc Ayrault, et Jean-Marc Ayrault faisait l'éloge du nouveau compteur électrique, le fameux compteur Linky, qu'on a dû peut-être vous proposer d'installer chez vous. Alors ce compteur Linky, Jean-Marc Ayrault à l'université de Pierre et Marie Curie, il glorifiait Linky et il en faisait l'éloge en disant que c'était le premier compteur, qu'on allait avoir le premier compteur électrique intelligent. Le compteur était peut-être intelligent quand à Ayrault, il vendait du renseignement, parce que c'est un compteur de renseignement. Ce n'est pas un compteur électrique, c'est un compteur de renseignement. Puisqu'il son seul avantage, il n'en a aucun sur les autres, c'est de calculer avec précision, à la seconde près, dixième de seconde près, votre consommation électrique et de l'envoyer immédiatement. Donc on sait immédiatement à quel moment vous prenez votre douche, à quel moment il y a quelqu'un chez vous, à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous faites tout. Aucun compteur électrique ne faisait ça avant parce que c'est inutile pour mesurer la consommation d'électricité. Ça va de soi. Hein, que vous preniez la douche à 10h du matin ou 11h, c'est toujours la même consommation. En revanche, c'est intéressant pour avoir des renseignements sur la vie des gens et pouvoir après leur envoyer des pubs. Voilà. Ça, c'est Linky, c'est le compteur intelligent. Alors, le seul à faire pas intelligente là-dedans, c'était Jean-Marc Ayrault. Bon, revenons à Sam Palmisano. Voilà ce que raconte Sam Palmisano dans son texte, puis après, je passerai un peu à autre chose, mais ce n'est pas inintéressant de voir ce qu'il écrit, ce qu'il dit, cet homme. Notre monde est le plus instrumenté. Le transistor inventé il y a 60 ans est l'élément qui est à la base du numérique. Pensez maintenant à un monde qui compterait 1 milliard de transistors par être humain, chacun coûtant 1/10 de cents. C'est ce que nous aurons en 2010, vous voyez le temps bien passé. 30 milliards d'étiquettes d'identification par radiofréquence, les fameuses puces RFID de repérage, seront produites à l'échelle planétaire dans les 2 prochaines années. Des capteurs sont intégrés à des écosystèmes complets, chaînes d'approvisionnement, réseaux de soins de santé et villes. Même les milieux naturels, comme les rivières, y ont droit. C'est-à-dire que le monde entier, tout, y compris la nature elle-même, sera connecté. C'est-à-dire que l'intégralité de la vie humaine sera connectée. C'est le but. Alors connecté pour des raisons qui ont des avantages, on va peut-être économiser de l'énergie, ça j'y crois pas parce que les connexions coûtent extrêmement cher en énergie, parce que tout ce numérique que l'on croit être de dématérialisation est un numérique de matérialisation considérable, puisqu'il impose des câbles énormes à passer sous les océans, il impose des satellites, il impose une structure industrielle monstrueuse. Donc il n'y a pas de dématérialisation. Il y a simplement un système industriel extrêmement lourd qui se met en place. Un système extrêmement lourd qui a pour but essentiellement, disons, de provoquer consommation et création de nouveaux objets et par là même, disons, une augmentation industrielle considérable. Alors, pour rendre les choses un petit peu plus parlantes, je vais juste remonter avant de passer à l'idée, un peu à l'aspect historique de la chose. Là, c'était simplement pour vous montrer que dans l'innovation technique, le numérique, l'objet essentiel, c'est la connexion. Il n'y en a pas d'autre. Connexion et surveillance. C'est le but. C'est la construction d'une certaine société. Il suffit de lire les textes des patrons de Google et on le sait immédiatement. Hein. Rien n'est caché là-dedans. C'était comme dans Mein Kampf, il y avait tout. Là, rien n'est caché non plus. Le tout, c'est qu'il faut parfois en prendre conscience. Et alors, c'est une vision d'avenir, celle-là, qui ne peut que nous interpeller, parce qu'évidemment, c'est une vision d'avenir qui a pour objet de vendre du produit industriel, sous-entendu innovant, et en même temps de vous assujettir. Cette affaire-là n'est pas absolument nouvelle, et j'ai toujours un petit truc historique que j'aime bien, là, parce que est-ce que des gens ont travaillé ici avec voisins? Ah non, vous êtes tous trop jeunes, donc vous n'avez pas pu. Donc vous êtes tous trop jeunes. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est un exemple simplement
d'une affaire qui c'est beaucoup plus, c'est plus tôt. Vous allez voir ce que ça signifie. C'est une vision d'avenir, disons, qui est centrée, comme la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire sur le contrôle, la surveillance et la contrainte, qu'on propose un peu sous la dénomination aujourd'hui de bien-être et de bonheur, mais c'est ça qui est en jeu derrière. Et cette vision d'avenir, elle rappelle un peu celle qui a été proposée dans l'entre-deux-guerres par Gabriel Voisin. Ce n'est pas n'importe qui, Gabriel Voisin, vous ne le connaissez pas, c'est dommage, c'est dommage. C'est un ingénieur et architecte qui réalise son premier planeur en 1904, avant de construire entre 14 et 18, plus de 18 000 avions pour la France, l'Angleterre, la Russie et l'Italie. Donc, disons qu'il fait de l'argent. Après, il invente le hangar gonflable, les maisons préfabriquées, puis se reconvertit dans l'automobile. Alors l'automobile, ce sont les voitures Voisin qui ont été très célèbres pendant l'entre-deux-guerres, comme les avions Voisin qui ont été très célèbres. Mais il y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, il va soutenir financièrement le plan Voisin de Paris. Alors, des gens ont vécu à Paris ici, ou des gens connaissent Paris. Le plan Voisin de Paris, c'était le plan qui avait été proposé par Le Corbusier, Jeanneret ou Le Corbusier, en 1921-1922. Que proposait ce plan? Parce que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Ce plan proposait simplement, ça s'appelle le plan Voisin de Paris, qui recommandait qu'une partie du centre de la capitale, c'est-à-dire toute la rive droite de la capitale, soit rasée pour y construire des tours. Quelques tours, une tour du commerce, une tour de commandement, une tour militaire, une tour de l'administration, et que tous les gens vivent dans une tour. Alors, je vous signale, et puis le reste de la capitale était traversé par des radiales. Bon, on y a échappé. On y a échappé parce qu'il n'y aurait plus de ville. Mais c'était un plan très moderne. Ça s'appelait la modernisation de Paris. Alors, je signale quand même, pour d'aucuns qui connaissent un peu Paris, que la modernisation de Paris, dans les années 70, elle est revenue. Elle est revenue parce que si on va à Montparnasse, et si on va à Montparnasse et qu'on regarde, il y a une rue qui s'appelle la rue du commandant Mouchotte. On avait détruit tout le 14e arrondissement. La rue du commandant Mouchotte arrive, elle est très très large, c'est très étonnant, toutes les rues sont petites sauf celle-là qui est très large. C'est normal, puisque c'était l'arrivée de l'autoroute qui débouchait sur la fameuse radiale qu'on se proposait de construire dans les années 70 à Paris. On y a échappé, mais on n'échappera pas toujours à tout et à la destruction systématique. Mais ce brave Voisin, lui, c'est un homme à la pointe du progrès, il se dit à la pointe du progrès d'ailleurs, et imagine de changer notre vie. Un peu comme Sam Palmisano. Ils veulent tous changer notre vie, mais ils veulent changer notre vie pas pour notre bien, pour vendre leurs produits, ce qui est tout à fait autre chose. Et alors, pour l'adapter en particulier à la technique, ou pour trouver, en les créant, des débouchés rentables pour ses propres productions industrielles. Et à cette fin, Voisin, en 1936, mettez bien la date dans votre tête, 1936, produit un fascicule publicitaire que l'on peut encore trouver facilement. On le lit peu, mais il est très intéressant. Et ce fascicule publicitaire s'intitule « Voisin vous parle de l'avenir ». Voilà une conversation intéressante. Aujourd'hui, on parlerait plutôt « Voisin vous parle de la modernisation ». C'est à peu près la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas tout vous lire, mais il y vante la vitesse des voitures et des avions, la création d'autoroutes ayant 100 mètres, 200 mètres de largeur. On pourra aller à Bordeaux en 2 heures à l'aide de voitures voisins, évidemment, d'avions voisins, évidemment, et de produits voisins. Exactement, tout ça. C'est bien. Donc, il faudra construire les autoroutes, il faudra faire tout ça. Mais les derniers paragraphes méritent de retenir notre attention aujourd'hui encore. Parce que cela signifie ce qu'il y a derrière cela. Et vous allez voir que ça ressemble un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le numérique. Alors, il y aura 2 morceaux. D'abord, voilà la fin. La première fin. Il nous faudra croire à tant de choses, pour que l'avenir soit beau. Il nous faudra croire à tant de choses. Admettre que tous les hommes n'ont pas le droit de se reproduire. Interdire à la grand-mère affolée de tendresse de traîner son catarrhe tuberculeux sur un jeune visage. Admettre le haras humain, la culture obligatoire, l'éducation normalisée des enfants dès leur naissance. Voilà, bon, ça, on est en 1936, vous voyez, c'est intéressant, ça fait contexte quand même. Hein.
Mais vous voyez bien que c'est aussi pour vendre des bagnoles et des avions. Mais les dernières lignes du texte résument l'esprit. Et l'esprit est toujours le même. Il nous faudra pour toujours abandonner ce que nous appelons pompeusement nos libertés. Voilà. On abandonnera nos libertés pour acheter des bagnoles et des voitures, des bagnoles et des avions voisins. Ben, c'est un choix. C'est un choix. J'ai posé le choix tout à l'heure avec le numérique. Voisin pose déjà le choix là. La guerre va venir, mais on recommence après. Il faut réfléchir à tout ça. Parce que ce n'est pas innocent. Hein. C'était vraiment un très très gros industriel. Un très gros industriel, un homme très puissant. Et finalement, tout ça aurait pu parfaitement bien se passer. Et vous voyez, il est mort en 1973. Et ça a continué tranquillement. Voilà. Donc c'est simplement pour vous dire que derrière l'échange entre l'évolution technique, l'innovation à tout crin, il y a des intérêts économiques qui conduisent aussi à des risques de perte de liberté nécessaires pour pouvoir réaliser ces innovations techniques. Le numérique en est un exemple parfaitement significatif. Pourquoi tout connecter? Ça ne sert strictement à rien. Simplement, ça vend de la connexion, ça vend de la grosse industrie, mais vous perdez votre liberté. C'est tout. Il faut y réfléchir. Donc, nous sommes tous connectés bientôt dans un monde technique intelligent, c'est-à-dire surveillé, renseigné et contraint. La nature, ou de moins l'idée que nous en faisons, se dérobe et se dédouble dans l'artificialisation du GPS, de la carte MAPI, du vivant industrialisé, de l'alimentation food 2.0. Ça ne sera plus du lapin, là. Ça ne sera pas du poulet à la place du lapin ou du lapin à la place du poulet. Ça ne sera rien. Ça sera autre chose. Ça sera fabriqué. Puisque, comme cela a été dit au milieu du 19e siècle, par Janson de Sailly, l'économiste, je crois que c'est lui, mais je ne suis pas absolument sûr, dans quelques décennies, tout sortira de l'industrie, y compris le vivant, milieu du 19e siècle. Bon, on approche, c'est un peu lent à mon avis actuellement, mais on y approche bien. Quand tout sortira, y compris nous-mêmes, de l'industrie, ça sera bien, y compris nous-mêmes. Par procréation, chimico-industrielle, évidemment. N'ayez pas peur, ça arrive. Alors, la question est, pourquoi? La question, on peut quand même se la poser. Pourquoi en est-il ainsi? Et peut-on, d'une façon ou d'une autre, échapper à ce qui paraît inéluctable? Parce que ce dont j'ai parlé là, entre voisins et le numérique, il y a comme un continuum. Tout ça paraît inéluctable. Est-ce que cet assujettissement à l'innovation, non pas pour les plaisirs de la créativité ou des choses comme ça c'est autre chose, j'ai parlé d'innovation technique, entendons-nous bien. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que nous en avons absolument besoin? Pourquoi pensons-nous que c'est inéluctable? Pourquoi vivons-nous à l'intérieur de cela? Alors, nous vivons à l'intérieur de cela. Et là, je redévelopperai plutôt tout à l'heure à mon avis, il y a une raison très très simple, pas simple en soi, mais simple théoriquement. C'est-à-dire que nous vivons à l'intérieur d'une certaine idée que l'on se fait de la nature, parce que la nature, on dit la nature, comme d'aucuns disent, les écologistes, on va sauver la nature. Et on va sauver quoi? C'est quoi la nature? La nature, ça paraît évident pour tout le monde. Vous allez dehors, là, vous voyez des arbres, vous dites c'est la nature. Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Parce que si vous êtes un givaro, parce qu'il faut prendre des gens un peu différents de nous, quand il est dans la nature, lui, il y a un arbre aussi, mais il ne voit pas un arbre, il voit tout autre chose. L'arbre, pour lui, c'est quelque chose d'autre. Un Grec qui n'a pas la même idée de nature que nous. Pour lui, la nature, c'est la phousis, ça n'a rien à voir avec la nôtre. Nous avons une certaine conception et idée de la nature qui n'a rien à voir avec l'idée de nature que se font un tel et un tel, ou d'autres civilisations. Et c'est cette idée de nature que nous faisons, que l'on a construit à partir du XVIIe siècle, fin XVIe, début du XVIIe siècle, et surtout au XIXe siècle,
qui conditionne absolument et totalement notre approche de ce que nous appelons la nature. Et ce qui nous paraît tout à fait naturel et qu'on appelle nature est un objet essentiellement construit dont nous nous faisons des représentations. C'est-à-dire qu'elle devient... Alors, on peut faire quelques étapes très simples. Début du XVIIe siècle, qu'est-ce que la nature ? La nature devient, et ça on le sait parce que c'est la grande horloge du XVIIe siècle, du XVIIe et XVIIIe, qu'est-ce que la nature ? C'est une machine. C'est une machine avec des engrenages et qui fonctionne comme une machine. Ce qui est tout à fait nouveau. Personne n'a pensé avant, il fallait être d'ailleurs complètement dingue pour ça, pour penser que la nature pouvait être une machine avec un fameux dieu horloger qui gouverne cette machine. Mais si la nature est une machine, et est pensée comme une machine, c'est-à-dire quand vous regardez les phénomènes de la nature, vous voyez des phénomènes mécaniques, ce qui était impensable pour les Grecs anciens, au Moyen-Âge. Nous n'avons aucune idée de ça. Et personne dans le monde, d'ailleurs, n'a jamais pensé des choses pareilles. Donc on pensait la nature comme une machine. Si vous la pensez comme une machine, n'oubliez jamais une chose, c'est que vous êtes de la nature. Donc vous êtes une machine. Et puisque vous êtes une machine, d'ailleurs c'est bien clair, Descartes c'est les animaux-machines, mais la maîtrise au XVIIIe siècle, c'est l'homme-machine. Et au XIXe siècle, on fait des traités de l'homme-machine pour améliorer sa compétence au travail. C'est-à-dire que vous êtes une machine. Alors ne vous étonnez pas maintenant qu'il y ait du transhumanisme. C'est dans la logique. À partir du moment où l'homme est pensé comme une machine, eh bien, il peut être transformé en morceaux, en matériaux qu'on rajoute, qu'on ôte. C'est une machine, c'est une voiture, c'est tout. Donc vous le pensez comme une machine. Penser l'homme comme une machine, c'est en finir avec l'humanité. Il faut être clair, automatiquement. D'ailleurs, Descartes le savait très bien, puisqu'il a bien précisé dans sa philosophie la question de l'infini qui appartient à l'homme en propre et qui lui permet d'échapper à la totale mécanisation. C'est tout. Nous, non, il n'y a plus d'infini, il n'y a plus rien, donc voilà, c'est fini. Donc l'idée de nature que l'on se fait, il y a une deuxième étape dans cette histoire de l'idée de nature. L'idée que l'on se fait au XIXe siècle de la nature est une idée de nature qui est liée à la question énergétique. C'est-à-dire que la notion d'énergie apparaît au XIXe siècle, il n'y a pas d'énergie avant. L'idée d'énergie n'existe pas, il n'y a pas d'énergie chez Newton, chez Laplace, chez tous les physiciens. Ça apparaît au XIXe siècle. Et l'idée d'énergie est une idée très particulière, en particulier celle de conservation de l'énergie. Et je vais simplement lire deux mots de celui qui a introduit. Une petite remarque pour vous montrer à quel point les choses sont ancrées dès le XVIIIe siècle. Il y a un Jean-François Mellon en 1734, qui est un économiste, qui parle du progrès de l'industrie. Et en 1734, il dit « Ce progrès d'industrie n'a point de borne. Il est à présumer qu'il augmentera toujours et que toujours il se présentera des besoins nouveaux sur lesquels une industrie nouvelle pourra s'exercer. » C'est-à-dire qu'on créera des besoins nouveaux et on utilisera le marketing pour les faire fonctionner. Nous sommes en 1734. Donc parce qu'on est déjà dans cette idée de nature-machine. Et au XIXe siècle, le principe de conservation de l'énergie, et là je pourrais revenir sur son histoire qui est directement liée à la conception du travail, au travail-valeur d'Adam Smith, c'est-à-dire que la physique est assujettie intégralement au concept de valeur et de travail. Helmholtz montre bien que c'est grâce à l'extraction de l'énergie, on va extraire de l'énergie, c'est une nouveauté. La Terre devient maintenant quelque chose dont on extrait continuellement de l'énergie pour faire de la valeur. On y est toujours. Et comme le pensait Helmholtz, on peut extraire à l'infini. C'était se tromper un petit peu, on ne peut pas extraire à l'infini. C'est-à-dire que tout devient énergie. Vous devenez absolument purement vous-même de machine, vous êtes passé au statut d'énergie,
mais vous êtes toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cet univers, et pour extraire de l'énergie de plus en plus, il faut toujours innover de plus en plus. Et il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que la conception de la nature, cette conception de la nature nous enferme totalement, et nous ne voyons plus de moyens d'y échapper. Nous sommes enfermés à l'intérieur. Le drame, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'autres civilisations qui peuvent nous dire que l'on peut vivre différemment. En revanche, on peut se poser la question de... Et ce n'est pas une question de transition énergétique, ça c'est des fariboles, ça. On peut l'envisager, la transition énergétique, mais il faut se poser la question de quels instruments, avec quels appareils on va le faire et comment on va les construire. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on raconte. Mais évidemment, ça va permettre de faire des nouveaux appareils, de l'innovation technique, etc., etc. Et on va continuer de la même manière. Il y a aucune... Ce qu'il faut, c'est vraiment penser autrement et s'engager dans des vécus différents. Si on ne s'engage pas dans des vécus différents, des rapports à sa propre existence différents, et à l'existence des autres, et à l'existence de nous avec les autres, eh bien, il n'y a absolument aucune possibilité d'en sortir. C'est clos, comme on est clos dans toute conception de la nature telle qu'elle est dans une civilisation. Une civilisation repose toujours sur une certaine conception du monde et de la nature. C'est-à-dire que voilà comment on pense la nature et voilà comment on construit le monde autour de cette nature. Des civilisations l'ont construite différemment. D'ailleurs, il y a des films qui sortent là-dessus pour montrer qu'il y a d'autres manières de vivre au monde. Nous sommes dans une certaine manière de vivre au monde. Elle est inquiétante. Je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas des avantages et des inconvénients. Mais je pense qu'à long terme, elle aura plus d'inconvénients que d'avantages parce qu'on ne pourra même plus penser ces inconvénients ni ces avantages puisqu'il n'y aura plus rien à penser. Donc voilà, c'est tout. Donc l'innovation s'inscrit là-dedans et il faut y réfléchir et surtout ne pas faire les choses sans une totale mise en cause critique de ce que l'on fait et ne pas se laisser avoir par des faux termes, c'est-à-dire, par exemple, dire que oui, mais on économise ci, on n'économise rien. Le numérique produit des consommations, y compris de papier, gigantesques comme il n'y en a jamais eu. Donc tout ça, c'est du bavardage. La croissance, il n'y en a pas, sauf pour certains. L'augmentation du travail, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas dire que c'est une réponse. Alors pourquoi n'est-ce pas une réponse? Parce que je crois que ça ne peut pas l'être dans le contexte économico-politique associé à l'idée de nature dans laquelle nous vivons. C'est impossible. Donc on est dans une société, disons dans une civilisation qui a des allures de blocage. D'ailleurs, c'est l'impression que tout le monde a. Je ne dirais pas que les élections en sont un témoignage palpable, mais d'un certain point de vue, oui. Voilà, sur ces mots d'optimisme. Alors, il y a de l'optimisme malgré tout, parce que sinon, je n'en parlerai pas et que je vous dis qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement. Mais là, il faut innover. Mais innover, non pas techniquement, mais politiquement. Voilà, je vous remercie.